toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité, journaliste et visage emblématique de l'ouverture de la chaîne France 24 et de l'émission culturelle Le Paris des Arts, dramaturge et auteur aussi de la pièce de théâtre Le Comble de la Vanité. Avant d'écrire des textes notamment pour Alpha Blondy ou Sheila, Valérie Fayolle sort son premier livre, KM 930, publié aux éditions Plomb. Un ouvrage pour l'été et certainement un des plus beaux romans d'amour à se procurer cette année. L'occasion comme toujours de découvrir notre invité sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Valérie Fayolle. Bonjour Cyrielle, merci de m'accueillir. Mais merci d'être mon invitée aujourd'hui, c'est un bonheur de vous accueillir. À côté de moi, j'ai ce livre que j'ai dévoré, je vous le lisais en off en même pas 2 jours, KM 930, sorti aux éditions Plomb. On va en parler longuement, mais je tiens d'abord à dire que la page de couverture est sublime et respecte assez bien les pages qui se trouvent à l'intérieur. Et quand on a lu le livre, on comprend parfaitement pourquoi cette infographie. Alors bien sûr, on va découvrir votre actualité dans cette émission, mais on va commencer par le début, toujours le début. Valérie Fayolle, vous êtes née le 9 novembre en Picardie. Vous êtes aînée de 3 frères et sœurs. Vous devenez parisienne très vite, mais on a envie de savoir forcément dans cette émission quel genre d'enfance vous avez eu. Et au-delà de ça, j'ai envie de vous demander, est-ce en partie l'enfance de Lisa, votre héroïne, racontée dans votre livre ? Alors, j'étais une enfant très turbulente, qu'on surveillait un peu comme le lait sur le feu. Très vite, j'ai testé toutes les limites, donc je pense que je n'étais pas forcément une enfant très très facile à élever. J'étais une grande rêveuse, que je suis restée. Je me racontais vos plein enfants, d'histoires. D'ailleurs, vous le dites souvent. Oui, mes enfants disent toujours, maman, elle a des rêves immenses. Je trouve ça plutôt joli. Je trouve que c'est un joli compliment. Mon mari aussi me dit très fréquemment, c'est pas la peine de voyager avec toi parce que ton plus grand voyage, il est intérieur. Alors, je ne sais pas si c'est vrai parce qu'évidemment, moi, je ne m'en rends pas compte, mais je pense qu'il y a un fond de vérité. Je me suis toujours raconté beaucoup d'histoires. J'aime bien être dans mon monde. Mon enfance ne ressemble pas forcément à celle de Lisa. Enfin, pas exactement. Bien sûr, quand on écrit un roman, on va chercher à la cave, on va chercher au grenier, on exhume certaines émotions, certains souvenirs. La description peut-être physique de Lisa me ressemble un peu. Pour le reste, c'est vraiment de la fiction. Voilà. À l'école, quand vous étiez petite, est-ce qu'il y a cette institutrice qui se plaint de vous, de votre entêtement, notamment à ne respecter aucune consigne? Oui. Est-ce que ça, c'est véridique? Oui, ça, c'est véridique. C'est véridique, pardon. Et surtout, on a trouvé la cause. C'est-à-dire que j'avais un strabisme divergent que j'ai gardé en partie, qui ne se voit absolument pas, à part quand vous êtes fatigué. Voilà, c'est ça. Qui donc devait être corrigé. Le fait d'avoir un œil qui parte en permanence a fait que finalement j'ai perdu beaucoup de dixièmes. J'avais 4 dixièmes à un œil, 7 dixièmes à l'autre, et sans lunettes évidemment je ne voyais pas. Donc quand on me demandait d'écrire, je faisais n'importe quoi. Quand on me demandait de lire, je faisais aussi n'importe quoi. Donc c'est vrai que cette institutrice avait été un peu excessive. Elle avait convoqué mes parents et elle leur avait dit: votre fille est débile. Donc voilà, c'était un jugement un peu hâtif. Voilà. Pourquoi elle disait ça? Parce que vous ne vouliez pas écouter? Parce que vous étiez dans votre coin, rêveuse. Oui, j'étais rêveuse, j'étais dans mon coin, j'ai beaucoup déménagé au début, donc c'est vrai que voilà, j'étais pas très sociable, c'est vrai que je comprenais pas exactement ce qu'on attendait de moi. J'étais souvent punie et surtout je ne comprenais pas pourquoi j'étais punie. Voilà. Vous naissez à 11 ans. Valérie Fayolle. Mon héroïne née à 11 ans. Moi, pas exactement. Mais mon héroïne Lisa, oui, née à 11 ans. À partir du moment où elle fait le chemin inverse. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le vilain petit canard se transforme en cygne et où tout à coup, le regard des autres s'émerveille. Alors que jusqu'à présent, c'était pas le cas. Voilà. Elle dit: la beauté a été mon sésame, ma résurrection, mon entrée dans le monde. Est-ce que ça, c'est vous, Valérie Fayolle? Non, c'est pas exactement moi, mais c'est vrai que là, on est dans un monde où la beauté compte énormément, où la beauté a un message, où la beauté se sublime ou pas. Ça peut être aussi un cadeau empoisonné, vous savez, la beauté. Ça peut être aussi, pour beaucoup de femmes très belles, c'est la jalousie, le regard de l'autre, sur ce qu'on représente et sur les apparences et non pas sur ce qu'on est à l'intérieur de soi.
c'est l'obligation toujours de prouver qu'on a un cerveau. Voilà. La beauté, ça peut être un poison pour beaucoup de femmes, je crois. Nous sommes bien d'accord. Et alors, votre choix de carrière va aller, en tout cas, dans le sens avec l'image. Évidemment, on va y venir dans un instant. Mais d'abord, vous passez votre adolescence au gymnase, qui vous amène à beaucoup de compétitions. Vous passez votre bac avec mention bien. Vous obtenez une maîtrise au CELSA. Puis, vous vous perfectionnez d'une année à l'ESJ en spécialisation télévision. Un premier stage à France 3 avant d'arriver à LCI, puis à TF1 où vous êtes resté 10 ans. Racontez-nous cette expérience. C'était une expérience formidable. TF1, c'était la chaîne la plus regardée. Donc, l'occasion immédiatement de partir en reportage, de faire des reportages pour les journaux de 13h, de 20h. L'occasion aussi de faire de longs formats de 26 minutes et plus sur des thèmes qui me passionnent. Moi, j'étais spécialiste de la famille, donc de tous ces thèmes sur l'affiliation, le secret de famille, tous ces thèmes qui d'ailleurs ont nourri mon imaginaire plus tard et m'ont conduit aussi à écrire des pièces de théâtre parce que voilà, j'étais en contact avec toutes ces problématiques et avec ces gens sur le terrain qui me racontaient leurs souffrances, leurs peines, leur grand bonheur et puis la manière dont ils se construisaient avec tel ou tel secret. Non, c'était une expérience formidable et puis c'était une famille TF1, c'est-à-dire que TF1, quand vous commencez bébé journaliste à TF1, que vous y restez 10 ans, ça devient vite votre famille journalistique. Et ça l'a été, ça a été une vraie belle tranche de vie avec des gens formidables et j'ai fait des choses que j'adore. Et après, vous allez épouser une autre famille, comme on dit, avec une date qui se raconte, une date très importante, un grand souvenir pour vous, je l'imagine bien, le 6 décembre 2006. Sachez que j'ai cherché les images, je n'ai pas trouvé, je suis très frustrée. Vous auriez dû me demander, je vais les C'est vrai, j'aurais dit, mais on était un peu short. Mais en même temps... Et c'était censé être une surprise. En même temps, veste trop grande, bouclette trop serrée, cheveux jaunes trop jaunes. Vous n'aurez pas reconnu. Voilà, c'est ça. Et voilà, c'était pas génial. Non, alors ce jour, évidemment, il est juste exceptionnel. Ça fait 3 mois qu'on répète presque jour et nuit pour mettre sur pied cette antenne. France 24. France 24, la chaîne française d'information internationale. Nous sommes le 6 décembre 2006. Il est 20h précisément. Il y a des écrans géants partout, sur les Champs-Élysées, sur la façade de l'Assemblée nationale. Il y a une soirée immense organisée au Louvre avec plus de 3000 personnes. Et je suis chargée d'ouvrir cette antenne, donc de présenter le tout premier journal. Vous imaginez l'état de stress, d'angoisse absolue dans lequel je suis. Surtout qu'en plus, on ne vous épargne pas, puisqu'en présence de Jacques Chirac. Voilà, donc Jacques Chirac arrive, mais il n'arrive pas à -20. Il arrive à, je crois, -5. Et Jacques Chirac arrive, très sympathique, comme il savait l'être. Il me claque la bise et il me dit... La France vous regarde, le monde vous regarde. Ah oui, d'accord. Je compte sur vous. D'accord. Et donc, je rejoins mon plateau. Je suis en apoplexie. Pour tout vous dire, j'ai le souvenir d'avoir même à l'antenne raccourci mes titres parce que j'avais 3 titres. Fallait que je parle, que j'énonce 3 titres de l'actualité. Qu'ensuite, je lance le premier sujet de reportage. Donc, tout ça devait faire, je sais pas, quelque chose comme 1 minute 30. Et je ne respirais pas. Et en fait, dans ma tête, je m'étais dit, oh là là, est-ce que je peux ne pas respirer pendant 1 minute 30 jusqu'à ce que le reportage soit lancé. Donc en direct, j'ai raccourci les titres, on activait notre prompteur avec le pied, et donc je suis allée très vite et je me souviens avoir pris de l'air. Alors je crois que ça ne se voit pas trop, mais moi je le sais quand je m'écoute et quand je m'entends et quand je regarde, je sais que j'ai la voix ici, quoi. Vous avez donc passé 8 ans au sein de France 24 dans ce qu'on appelle le hard news. Finalement, vous partez d'un service société où vous allez finalement revenir d'une manière ou d'une autre différemment pour du hard news, c'est-à-dire l'information immédiate avec la présentation de JT, d'éditions spéciales. Vous avez adoré, je crois, cette période, Valérie Fayolle, mais vous avez quitté ce poste d'une façon que je qualifierais d'assez poétique. Oui, j'ai adoré ce poste parce qu'on est en contact 24 heures sur 24 avec le monde, avec l'actualité. On se lève, on déjeune, on dîne, on dort avec l'actualité. Donc on a l'impression de porter une mission qui est celle d'informer, qui est une très belle mission. Mais donc j'ai fait des choses juste incroyables. On a fait des spéciales. Je me souviens notamment de l'arrestation de Laurent Gbagbo, celle de Kadhafi, les attentats de Bombay, la libération d'Ingrid Betancourt. Plein de choses. Le pape Yad Vashem, moment extrêmement émouvant.
le crash du vol AF447 Rio-Paris. Vous prenez l'antenne quand même. Vous avez une ligne de dépêche. Le vol Air France 447 Rio-Paris a disparu des écrans radars. Vous quittez l'antenne 4 heures plus tard. Il n'y a toujours pas une ligne supplémentaire de dépêche. On ne sait pas où c'est. Il faut alimenter. Voilà. Et il faut alimenter. Donc, c'est passionnant, c'est exaltant, c'est de l'adrénaline à 100%. Mais c'est épuisant. C'est aussi épuisant et à un moment, il faut en sortir. Moi, ce qui m'a beaucoup perturbée à cette époque, c'est que je venais du reportage. Donc, j'avais passé 10 ans à être en contact avec les gens, à leur tendre le micro, écouter leurs histoires, à essayer de les relater du mieux que je pouvais. Et là, j'étais tout d'un coup présentatrice dans un studio où je recevais des gens avec lesquels je n'avais absolument pas le temps de parler, avec lesquels je n'avais pas l'occasion même de converser en amont ou après, parce qu'en fait, voilà, vous connaissez bien le principe, ça va trop vite. Et puis vous êtes dans votre studio, donc les gens succèdent, vous n'avez pas le temps de leur parler. Et j'ai eu le sentiment d'être totalement déconnectée à un moment de mes sujets, de ne plus être du tout en empathie, de ne plus vibrer, j'avais l'impression de vivre ça de manière extrêmement froide et dépassionnée, et j'ai du mal à faire ça, même si c'est mon métier de journaliste, de parler des choses de manière totalement dépassionnée. Mais moi j'aime les gens, j'aime l'humain, j'aime l'émotionnel, j'ai besoin de vibrer, j'ai besoin d'avoir envie de pleurer quand on me raconte quelque chose de touchant. Voilà. Et j'avais plus ça, je n'avais plus ça, et c'était donc voilà, un matin je me suis levée, j'ai mûri ça très longuement, ça faisait 3 ans que vraiment j'avais envie de changer de casquette et de vivre le journalisme différemment. Et un matin, je me suis levée et j'ai écrit une chanson qui s'appelle, je me souviens les quelques vers, c'était quand le monde bat de l'aile, quand nos frontières nous aliènent, quand nos prières sont vaines, que le vent se déchaîne, quand l'or et l'encens nous plongent chaque jour dans le sang, quand je file sur la mer bleue à tombeau ouvert, quand mes certitudes ne valent plus rien, quand je ne sais plus sur quel chemin il me reste l'amour, rien que l'amour, plus rien autour. J'ai écrit cette chanson, je me suis levée, je suis allée voir mon boss et j'ai dit je ne veux plus présenter le journal. Stop. Je peux plus. Ouais. Voilà. Mais vous proposez autre chose. Vous ne partez pas pour autant de France 24. C'est le début d'une nouvelle période plus créative avec la conception et présentation dans la foulée d'une émission culturelle, donc la société, l'infogéné et puis finalement la culture. Le Paris des Arts, toujours sur France 24. Racontez-nous cette émission. Alors, c'est une émission géniale. Ah ben alors ça, je n'en doute pas, puisque c'est une émission culturelle. Vous ne pouvez pas me faire plus plaisir. Qu'il ne faut absolument pas rater. C'est une bimensuelle de 17 minutes. Il y a toujours un invité en fil rouge qui vous fait découvrir un lieu de l'agenda culturel de son choix. Donc, il décide soit de vous emmener au musée, soit de vous faire visiter un monument, soit de vous faire découvrir un quartier de Paris, qui ensuite vous donne une longue interview portrait dans un lieu emblématique, qui lui tient à cœur ou dans un bel endroit, et qui ensuite nous fait faire une rencontre. Donc soit il tend la main à un jeune artiste et c'est l'occasion de donner un petit coup de pouce à un artiste, soit à contrario, il a envie de découvrir un artiste dans un autre art que le sien. Voilà. Le concept a un petit peu évolué au fil du temps, parce que déjà dès la toute première émission, c'était le numéro 0 qui est devenu le numéro 1. On l'avait fait avec Thomas Dutronc, et j'explique à Thomas Dutronc le principe de l'émission. Je lui dis donc un coup de pouce à un jeune artiste. Il nous a présenté Francis Cabrel. Donc, Francis Cabrel, oui, d'accord. Voilà, donc là, c'est un très jeune artiste, mais il devait être très flatté. Voilà, donc je me suis dit, on va faire évoluer le concept. Le choix de la rencontre va être un peu plus ouvert que le coup de pouce. Oui, un artiste peut-être un peu plus indé, justement, pas connu. Vous allez voir que dans cette émission, justement, on fait ça aussi, donc c'est assez rigolo de voir que il y a ce fil entre nous. Vous allez notamment interviewer Yael Abécassis, notamment en Israël, où vous allez comme ça voyager au-delà de Paris, parce que ça s'appelle le Paris, comme la ville de Paris des arts, mais vous allez beaucoup voyager, notamment à Montréal avec Anthony Cavana et d'autres. Exactement, donc c'est le Paris des arts avec un S comme vous l'avez dit, c'est aussi le Paris PARI des arts, donc on délocalise pour aller voir ailleurs à l'étranger ce qui se passe, et aussi donc il y a la vitrine de la France à l'étranger qui est celle de Paris, et puis on se déplace. Donc en effet j'ai rencontré Yael Abécassis à Tel Aviv, c'était un moment vraiment extrêmement important, c'était en 2016, c'était quelques jours avant le décès de Ronit Elkabetz. Elle
elles étaient proches toutes les deux, donc Yael recevait beaucoup de SMS. Elle me disait mais dis-moi que j'ai le droit d'être là, de faire cette émission avec toi. Elle culpabilisait de ne pas être 24 heures sur 24 à l'hôpital. Et en même temps, elle pouvait pas parce que d'abord il y avait des horaires à l'hôpital et puis qu'il y avait sa famille, donc elle y allait tous les jours, mais voilà. Et elle était dans cette urgence de vie. Vous savez, quand vous êtes évidemment confronté à la mort de quelqu'un de très proche, forcément la vie vous rattrape et vous avez besoin d'être dans l'instant, maintenant et ici. À Tel Aviv, cette ville où il y a une énergie incroyable, où on a un peu le sentiment que les gens vivent chaque jour comme si c'était le dernier, eh bien ça a donné quelque chose de fantastique. C'est-à-dire que d'abord elle s'est livrée comme je pense elle s'est pas souvent livrée. Et puis donc il y avait le tournage, de longues séquences aussi de prise de vue, parce que quand on tourne à l'étranger, on fait énormément de captures de la ville, d'images sur la ville. Et puis il y avait après le tournage, où là on était quand même dans la fête, dans l'envie de vivre, quoi. Il y avait quelque chose de très doux, enfin très dur, très émotionnel, mais à la fois très doux, très simple aussi, parce que elle avait l'impression d'ouvrir une parenthèse dans ce qu'elle traversait au quotidien et dans l'accompagnement de son amie. Et cette parenthèse-là, on l'a vécue à 100%. Donc ça m'a beaucoup marqué. J'ai gardé d'ailleurs un petit cadeau quand on tournait des illustrations. Elle est allée dans un magasin, je ne sais pas lequel, et elle m'a ramené un carnet sur lequel elle a écrit une phrase en hébreu. Donc évidemment, je ne lis pas l'hébreu, mais c'est une sorte de maxime de vie, enfin en tout cas de porte-bonheur. Et je l'ai toujours, ce carnet précieux dans lequel j'ai pris plein de notes. Et elle m'a surtout offert, elle avait acheté, et j'ai trouvé le geste vraiment très joli. Elle avait acheté 2 petites bouteilles à la mer avec un bouchon en liège, et à l'intérieur duquel il y avait un petit bout de papier roulé sur lequel écrire quelque chose. Elle m'avait dit, moi je vais écrire quelque chose pour Ronit. Toi, je vais aller l'acheter à la mer. Toi, tu la gardes. Et quand tu rentreras en France, tu sauras quand il faut envoyer cette bouteille à la mer. Et tu écriras. Et je l'ai gardée, je l'ai jamais jetée à la mer. Et ça me fait penser à votre livre, ça forcément, Valérie Fayol. Quand je vous entends, cette bouteille à la mer, ce petit mot, on va y venir dans un instant. Parallèlement à tout ce que vous venez nous dire, avec notamment cette ouverture sur le monde de la culture, et puisque cela a été le coup de ciseau avec l'info, vous écrivez des chansons pour plusieurs artistes, notamment Madiba Madi, par le chanteur ivoirien Alpha Blondy, qui traite de la mort de Mandela. Qui d'autre encore comme artiste avec qui vous avez travaillé? J'ai collaboré avec Sheila sur son dernier album, donc avec Alpha Blondy, et j'ai écrit une comédie musicale qui devait se monter. Le Covid y a mis un coup d'arrêt, donc pour l'heure, j'ai pas renoncé du tout à ce projet que j'adore, mais il faut que je le relance. Donc après, je me suis lancée dans l'écriture d'une comédie musicale. On a le droit de dire sur quoi? Oui, c'est le meilleur pitch. Sur Mona Lisa. Sur Mona Lisa. En fait, c'est le vrai visage de Mona Lisa, la face cachée de Mona Lisa. Qui est Mona Lisa? C'est quand même le secret le mieux gardé de toute l'histoire de la peinture. Et Mona Lisa, c'est quand même la femme la plus connue au monde. Et je pense qu'il n'y a pas un endroit du monde où on ne sait pas qui est Mona Lisa. Donc c'est je raconte l'histoire de Mona Lisa et je révèle, j'essaye de révéler ce secret avec évidemment du fictionnel, parce que personne n'a si je connaissais la réponse. Mais en tout cas, je suis allée à Florence et j'ai interviewé des historiens qui me disent, vous les Français, vous êtes drôles. Et quand je leur ai expliqué le contenu de la pièce. J'ai une histoire à vous raconter. Le temps tourne. Alors, on va pas le faire à l'antenne, mais les auditeurs, je leur dis, je connais la personne qui détient le vrai Mona Lisa, parce qu'il y a la Joconde et Mona Lisa. Peu de gens le savent. Je connais cette personne. L'histoire est excellentissime à raconter. Je pense que vous pourriez potentiellement travailler ensemble. D'accord. On en parlera dans un instant. On en parle, d'accord. Je participerai au projet avec plaisir. Non, je peux vous aider là-dessus, mais je pense que vous avez des bases, mais c'est une histoire qui est totalement dingue, ce tableau. Enfin, on va y venir. Vous passez à la vitesse supérieure avec l'écriture de pièces de théâtre comme Le Comble de la Vanité, ou encore ces projets que vous avez, Le Comble de la Vanité qui a été joué au théâtre La Pépinière. Mais vous avez surtout une seule envie, vous Valérie Fayol, c'est raconter des histoires. Et ça vraiment, c'est un fil rouge que vous tenez du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire maintenant, aujourd'hui, avec encore le futur. Vous êtes un petit peu finalement aussi peut-être comme cette héroïne, et j'y reviens, Lisa, qui a peut-être toujours aimé imaginer la vie des inconnus et qui a envie de la raconter. Quand on voit notamment comment est née votre pièce de théâtre dont je parlais précédemment, vous parliez de grenier il y a un instant, beaucoup de choses vous inspirent dans la vie du quotidien et notamment des objets, je crois. Oui,
des objets. Notamment ce crâne que vous trouvez dans le grenier qui va alimenter. Oui, on avait un crâne, voilà, je sais pas s'il faut le dire, on avait un crâne dans le grenier de mes grands-parents, qui a déménagé avec nous pendant plus de 80 ans. C'est le frère de mon grand-père qui avait fait une mauvaise blague à mon grand-père. Vous savez, il y avait dans le Nord beaucoup d'ossements qu'on trouvait dans les champs, et il avait trouvé un crâne, et il avait fait une mauvaise blague à mon grand-père quand il avait 18 ans, et lui avait mis dans son lit, et ce crâne, évidemment, on n'a jamais su quoi en faire. Donc il a déménagé avec mes grands-parents de maison en maison, et quand mamie, papy est décédé d'abord, ensuite mamie, et qu'il a fallu vider la maison, on savait tous qu'il y avait un crâne, parce qu'évidemment, donc moi ça a alimenté mes fantasmes d'enfant, mais c'est qui ce crâne, mais c'est qui, etc. Et quand on a déménagé à la maison, puisqu'on la vendait, on s'est posé la question de ce qu'on allait faire du crâne. Donc on a pris le crâne, on l'a descendu du grenier, on l'a posé dans son carton sur la table, et il y a eu le brainstorming le plus surréaliste auquel j'ai assisté. Pouf pouf, qu'est-ce qu'on fait du crâne? Et ça m'a tellement bouleversé, cette histoire. J'ai trouvé ça tellement surréaliste que j'ai commencé à imaginer qui était ce crâne, pourquoi il était là. Évidemment, j'ai écrit une pièce de théâtre qui n'a rien à voir avec l'histoire de ce crâne. Mais on voit ce crâne. Je ne sais pas si c'est le vrai ou pas sur scène. Je ne veux pas le savoir. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Et alors, ce premier roman, KM 930, c'est je le disais tout à l'heure, des plus beaux livres que j'ai pu lire cette année. Merci. Je vous le dis, sans vergogne, il y a le couple d'Eliette Abécassis et le vôtre qui démarre très bien. Il tient ses promesses du début à la fin. Bravo. Merci. La page de couverture du roman est attirante, digne de toutes les pages dedans. La forme, l'analyse. C'est un roman, évidemment, et pas un témoignage. Ça, vous me le confirmez, Valérie Fayolle. Je vous le confirme à 100%. C'est vraiment un roman. Bien sûr, comme je vous le disais, on va toujours puiser dans ses émotions, puiser aussi dans celles des gens qu'on aime et des gens autour de nous, et de ce qu'on a pu voir et des histoires des autres. Donc on se nourrit, vous l'avez dit, du quotidien, mais c'est de la fiction à 100%. Votre livre démarre sur une histoire d'amour, de jeunesse avec Raphaël. Vous avez 20 ans. Vous nous catapultez 20 ans après pour un périple en France, de Paris à Nice, sur la route nationale 7 que Lisa, ou bien sûr vous emprunte avec l'Alfa Romeo rouge, pour finalement apporter cette voiture au futur acquéreur de sa voiture, ce qui va lui permettre finalement non seulement de nous faire voyager en amoureux en France avec ce livre plein de romantisme et qui frôle aussi parfois l'érotisme aussi, ce qui n'est pas pour déplaire à Sandy qui nous écoute, Sandy Boulanger. Un roman qui n'est pas seulement un carnet de visite, mais surtout un voyage intérieur, et à la découverte de souvenirs, Valérie Fayolle. Oui, c'est vraiment l'histoire, vous l'avez dit, de Lisa qui à un moment donné de sa vie appuie sur pause, elle est à mi-parcours, elle a besoin de s'interroger sur les choix qu'elle a fait dans la vie, sur les chemins qu'elle a empruntés. Elle se demande aussi quelle aurait été sa vie si elle avait pris d'autres chemins. Et donc, elle est à la veille de se marier, elle est à Paris avec son amoureux Pablo. Elle prend la route sur cette mythique Nationale 7 direction Nice pour vendre la vieille Alfa Romeo de sa jeunesse à un acheteur niçois. Elle doit faire ce voyage toute seule, mais évidemment, elle ne va pas le faire toute seule puisque Raphaël, son amour de jeunesse, la rejoint. Il ne devait pas faire partie du voyage, mais ensemble, ils vont rouler à vive allure le long de l'abîme sur ce chemin, on le sait, qui est très nostalgique pour eux, mais surtout qui est très dangereux parce que vous avez lu le livre, on va pas trop en dire, mais ils empruntent des chemins interdits, ils vivent des expériences qu'on vit assez rarement dans une vie, jusqu'à ce fameux kilomètre 930, KM 930, où là, il va se passer quelque chose de si cataclysmique que finalement, tout le voyage sera remis en perspective. Et on va le découvrir dans un instant. On dira pas tout évidemment. On va revenir sur quelques petites bribes du livre. J'allais dire du film, et j'aurais fait un lapsus, mais ça, on va le dire parce c'était un livre, c'était un film au départ. Restez avec nous, Valérie Fayolle, et ça, c'est aussi un fil rouge que je vous tends, puisque dans le livre, clin d'œil à ce livre, donc KM 930, sorti chez Plomb. Dans un instant, on poursuit également cette émission avec nos chroniqueurs qui nous rejoignent pour découvrir les goûts culturels de notre invité. Mais tout de suite, le rappel des titres sur Radio J. 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue si vous venez de nous rejoindre tout de suite. Le rappel des titres avec Eva Soto. Bonjour Eva.
Bonjour Cyrielle, à la une de l'actualité en Israël, l'identité de l'auteur de l'attentat de ce week-end près de la frontière égyptienne divulguée. Mohamed Salah, 22 ans, un policier égyptien et qui a apparemment agi seul. Il a pu passer en Israël grâce aux ouvertures dans la barrière de sécurité qui sépare les deux pays. Le chef d'état-major de Tsahal a fait appel à un général pour enquêter sur les défaillances de l'armée par rapport à cet attentat. Le major général Nimrod Aloni va s'en occuper. Il s'agira de savoir comment et pourquoi plusieurs heures se sont écoulées entre la mort des deux soldats et la découverte de leur corps, et aussi comment le troisième a pu être tué alors que l'arrivée d'un hélicoptère militaire sur place était encore attendue. Toujours en Israël, mais au chapitre de la politique intérieure, les négociations sur la réforme du système judiciaire sont au bord du gouffre. La coalition et l'opposition n'arrivent même pas à tomber d'accord pour mettre en place un document général de principe pour ces négociations. De nouvelles opérations antiterroristes en Judée-Samarie cette nuit. 10 Palestiniens arrêtés lors de ces raids du Shin Bet et de l'armée israélienne. Il y a aussi des armes et de l'argent en espèces destinés à financer le terrorisme qui ont été saisis. Et dans l'actualité en France, c'est ce soir que le verdict est attendu dans l'affaire Assouline, du nom de ce Moël qui a abusé sexuellement des femmes qui lui ont confié la circoncision de leur fils, une vingtaine en tout. Une peine de 11 ans de réclusion assortie de demandes de dommages pour les victimes a été requise. Radio J. Et merci beaucoup Eva Soto. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et c'est la suite de notre émission avec Valérie Fayolle et mes chroniqueurs qui nous rejoignent sur Radio J. Radio J. Bonjour. Le 6-9, Léa Moscona. Retrouvez-moi tous les matins avec mes chroniqueurs et mes invités de 6h à 10h au menu politique, culture, société, santé, judaïsme et histoire. On est dans l'air du temps tous les matins de 6h à 10h. Radio J. Et si cette année, votre IFI aidait concrètement les plus démunis de la communauté ? Avec la Fondation Richesse et Pauvreté, votre IFI va permettre à des centaines de familles de recevoir chaque semaine un colis alimentaire par Mazon. Cette année, avec l'IFI, soutenez l'association Mazon en bénéficiant d'une réduction de 75% de votre IFI, CERFA en retour. Mazon, 01 48 21 0030. Ou votre chèque à FJF-Fondation Richesse et Pauvreté, 34 avenue Charles de Gaulle, 93 240 Stein. Le magazine S par Sophie Davant. Bonjour, c'est Sophie. Pour fêter ces 2 ans, mon magazine S fait peau neuve pour mieux répondre à vos préoccupations et à vos envies. Santé, psycho, mode, beauté, plein de nouveautés avec les conseils des meilleurs experts, des témoignages et des bons plans pour se sentir bien. Le magazine S par Sophie Davant chez votre marchand de journaux. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui, la journaliste et auteure Valérie Fayolle, pour son premier roman KM 930, publié aux éditions Plomb. Forcément, j'ai envie qu'on en parle plus longuement. Valérie Fayolle, on a dit beaucoup de choses il y a un instant, mais quelques phrases relevées dans ce livre. Ce voyage au cœur de la France était plus éprouvant que je ne l'aurais imaginé. C'était un voyage au cœur de soi. En m'enfonçant au cœur de la France, je me noie dans mes eaux souterraines. Les moments de félicité se mêlent aux minutes sombres, se confondent parfois. Voilà, il y a beaucoup de choses où en effet cette Lisa finalement elle va puiser au cœur d'elle-même beaucoup dans ses émotions aussi, et il faut dire que Lisa est fiancée à Pablo et qu'elle vient boucler une boucle avec son premier amour Raphaël pour entériner ou finalement revenir sur cette histoire d'amour un peu inachevée. C'est une histoire d'amour inachevée parce que Lisa n'a pas compris les raisons de leur séparation. Et il va falloir qu'elle entreprenne ce voyage. C'est un voyage pour lui dire vraiment au revoir. Et puis finalement, il est là. Il s'invite dans ce voyage. C'était pas prévu. Et évidemment, sa présence va permettre à Lisa de comprendre beaucoup de choses, de faire la paix. C'est un peu le chemin de la paix. Voilà. Elle entame alors ce voyage de 8 jours, rêvé, inespéré. Elle prend la route avec Raphaël pour refaire
leur voyage. Cette chanson, alors qu'il est parti il y a longtemps, c'est un peu finalement une question intérieure qui la turlupine depuis longtemps, et elle ne peut pas s'empêcher de comparer ces deux hommes qu'elle aime profondément, et elle dit, au fond, on choisit toujours des hommes taillés dans le même bois. Oui. Ça veut dire quoi pour vous ? Oh, je pense que ce qu'on a vécu, la manière même dont on a élevé, le rapport qu'on a à son père, permet enfin en tout cas vous oriente, je crois, vers des hommes qui sont soit toxiques pour certaines femmes qui n'ont pas forcément une enfance heureuse, ou voilà, qui ont des choses peut-être à solder, ou à contrario vers des hommes aimants. Il y a des femmes qui ont besoin d'hommes qui les mettent en danger, d'autres au contraire, d'hommes qui les rassurent, voilà. Et je crois, peut-être que je me trompe, enfin en tout cas moi, mon expérience personnelle, j'ai connu peu d'hommes, parce que je me suis mariée très jeune, mais j'ai toujours choisi des hommes qui, quand même, d'une certaine manière, avaient le même fonctionnement, et je crois que je dois ça à mon papa, en fait, parce que moi j'ai eu un papa qui était formidable, qui m'a donné confiance, voilà, dans le masculin, confiance dans les hommes, et d'ailleurs c'est ce que je dis dans mes remerciements. Mon père, je crois, m'a appris à aimer les hommes, éperdument, sans douter, sans me méfier. Et peut-être que cette confiance-là, finalement, elle est récompensée parce que je suis rencontrée que des hommes bien. Ça vous a aidé à faire les bons choix. Vous dites dans ce livre, puisqu'on va parler un peu d'amour, il paraît qu'on aime vraiment l'autre que lorsqu'on s'aime soi-même. Vous n'êtes pas convaincu par cette théorie dans le livre, ce qui vous met en désaccord avec Charlotte Gabri, qui était notre invitée la semaine dernière. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas obligé de s'aimer soi-même pour aimer l'autre ? Moi, je crois qu'on peut aimer éperdument les autres pour les qualités qu'ils ont, pour les qualités aussi qu'ils ont et que nous n'avons pas, et que nous reprochons de ne pas avoir. Après, je pense qu'en effet, la générosité, la capacité à donner, à tout donner, elle est plus facile quand on s'aime soi-même. D'abord, je crois que c'est plus facile d'être généreux quand on s'aime soi. Donc, quand on s'aime soi, on est forcément moins autocentré, moins tourné vers son petit nombril, vers ses difficultés. Donc, c'est peut-être plus facile. Mais je crois pas que c'est une obligation. Voilà. Votre psy a dit un jour, c'est ce que Lise a dit, en tout cas mon psy a dit un jour, aussi étrange que cela puisse paraître, il faut être au moins deux pour être bien seul. Toute solitude est en réalité peuplée d'au moins un autre en nous. Je trouve ça génial. Alors c'est le psy de Lisa qui dit ça. Bien sûr. Oui, je crois qu'on s'est jamais tous senti. La solitude, elle est plus éprouvée et éprouvante quand on est au milieu d'une foule, quand il y a des gens qui vous parlent et vous êtes là avec vos souffrances, vos méandres, vos zones d'ombre. Elle est encore plus voilà. Et je crois qu'on est capable en effet d'avoir deux personnalités, même si elles sont réconciliables et qu'on n'a pas de psychologie psychiatrique ou de névrose forcément à régler, mais je crois qu'on est capable d'être dans une vie publique et dans une vie secrète qui est plus solitaire, qui est plus difficile, qui est plus lourde, voilà. Et ces deux vies-là, voilà, ça peut être deux personnes différentes, même si à l'arrivée c'est qu'une seule personne. Valérie Fayolle, dans ce livre, vous parlez de mariage, ce qui est complètement des idées antinomiques, je pense, avec la vie que vous avez choisie, où finalement Lisa dit le mariage en créant une obligation, l'amour éternel pour le meilleur et pour le pire est un mensonge qui peut, en étant certain de ne jamais se dédire, approuver un contrat d'amour à perpétuité assorti d'une assurance tout risque. Ni toi, ni moi, je n'aime pas l'obligation imposée par le cadre du mariage. L'obligation éteint la magie. Oui. Je crois que c'est vrai, même en étant mariée. C'est-à-dire que moi, je suis mariée et je suis ravie de l'être. C'était un choix que je referais s'il fallait le refaire. Mais moi, je reste avec mon mari pas parce que je suis mariée, je reste avec mon mari parce que je l'aime. Et l'obligation créée par le mariage ne me contraint à rien du tout. C'est-à-dire que si demain j'ai envie de le quitter, je le quitterai, mariée ou pas mariée. Donc si je reste et si je l'aime, c'est parce que c'est lui et pas parce que je suis mariée. Même si c'était important de me marier, mais davantage parce que c'est mon éducation sans doute, et que ça faisait partie de mes rêves de princesse, de petite fille, la grande robe blanche, l'église, etc. Mais voilà, pour moi, le mariage est un cadre que je ne regrette pas, mais qui ne crée pour moi aucune obligation. Voilà, je sais pourquoi je reste et c'est pas
parce que je suis mariée. C'est pas par une obligation. Dans ce livre aussi, un mensonge, ou en tout cas une omission, que Lisa fait à Pablo. Elle lui dit pas forcément qu'elle n'est pas seule dans ce voyage-là. Est-ce que le mensonge ou l'omission dans le couple, n'est-ce pas aussi un peu la fin de l'amour ? Ça dépend ce que vous appelez mensonge. Bon, là, c'est un gros mensonge. Parce qu'elle dit qu'elle part seule et elle ne part pas seule. Donc là, on est vraiment dans un gros mensonge. Après, moi, je suis quelqu'un je suis très entière. J'ai assez peu de filtres, mais avec l'âge, j'ai appris que toute vérité n'était pas bonne à dire. Ça, c'est ma maman qui me l'a appris. Il me disait toujours, c'est pas la peine de dire toujours la vérité. Et elle a raison, parce que quand la vérité fait de la peine ou quand elle blesse, moi, je trouve qu'elle est inutile. Voilà. Ça veut pas dire que je suis une menteuse, mais de temps en temps, j'économise certaines réflexions si je sais qu'elles peuvent blesser. Après, là, on est quand même dans un mensonge, mais c'est compliqué à résumer ce livre. Enfin, c'est très difficile parce qu'évidemment, il est basé sur le suspense, sur le mystère, sur l'étrangeté même de ce couple qui se balade, sur tous ces signes étranges sur leur parcours. Donc, il y a beaucoup de suspense. Mais oui, bon, voilà, c'est un bon gros mensonge. On va poursuivre cette émission, évidemment, mais juste dire que Lisa et Raphaël font ce périple ensemble sur la route de Paris à Nice, la RN7, que vous avez faite vous-même, un petit peu en pèlerinage à ce livre que vous avez écrit pendant le confinement. Alors on passe par Fontainebleau, par Lyon, par Piolenc, Avignon ou encore Villeneuve-Loubet pour arriver jusqu'à Nice. On apprend que Lyon est la ville du mysticisme. On va pas tout dire, évidemment, on va laisser les gens découvrir. On apprend aussi beaucoup de choses, notamment sur la peur du noir chez les adultes, qui relateraient peut-être de la peur de l'abandon ou encore de la peur de l'infarctus, que certaines intuitions ne franchissent pas toujours le cap de la parole. On apprend évidemment quelques penchants mystiques et notamment des choses là-dessus sur la loi de l'attraction ou encore le pouvoir de la prière en la dessinée. Peut-être que vous pensez, vous, Valérie Fayolle, mais on parle beaucoup d'amour avec une conclusion merveilleuse. Je n'ai pas envie forcément de spolier tout le livre. Mais en tout cas, voilà, ce livre est à découvrir. Ce livre qui pourrait être un film, peut-être en devenir. Je ne sais pas, vous allez peut-être nous le dire, ou ça va rester encore un mystère jusqu'à ce que il y ait vraiment une chose à nous raconter là-dessus, et peut-être que vous reviendrez pour ça. Mais en tout cas, ce roman KM 930 vous a permis d'écrire une chanson, plusieurs chansons, 7 chansons, et ça vous allez nous la raconter. Oui. On découvre Paris Paname. Dites-nous comment cette chanson est née. J'embrasse Thierry Sforza qui l'a écrite. C'est la seule qui l'a écrite. Je le connais très bien. Il m'a vu grandir, donc c'est marrant. En fait, Thierry est un ami avec lequel on a, avec lequel j'ai des projets, notamment de comédie musicale. Et Thierry aimait beaucoup cette histoire et je lui ai expliqué que j'avais écrit 6 chansons composées par 2 compositeurs vraiment géniaux. Et quand je lui ai pitché le livre, il m'a dit mais tu sais, moi, je pense à une chanson que j'ai écrite il y a des années, je crois que ça il y a plus de 20 ans, qui irait très très bien pour amorcer le début de ton roman. Il m'a dit si elle te plaît, écoute-la, si elle te plaît, moi tu peux l'enregistrer. Et donc voilà comment ça s'est passé, voilà. Et donc on peut découvrir ces titres puisque vous dites qu'il s'agit d'une lecture augmentée pour faire ce road trip en même temps que votre héroïne, et il suffit juste de scanner un petit QR code qui se trouve dans le livre. On va poursuivre cette émission, on va découvrir toute la culture du moment ou d'avant selon vos goûts, et on part au théâtre avec Christophe Barbier. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Et tout de suite en direct par téléphone avec nous, Christophe Barbier nous emmène au théâtre avec un sujet très intéressant. Bonjour Christophe. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Christophe. Quelle surprise. Nous allons parler d'Oublie-moi. Je crois que c'est une pièce que vous avez beaucoup appréciée cette année. Mais oui. C'est la pièce qu'il fallait voir. Elle était au théâtre du Petit Saint-Martin. Elle a raflé plusieurs Molières. Elle sera à la rentrée au théâtre La Bruyère. Pour ceux qui n'ont pas pu la voir dans cette première partie de l'année, c'est donc une pièce inoubliable et qui nous parle donc de l'oubli. Alors pas l'oubli volontaire, mais l'effacement de ce que l'on sait, de ce que l'on est aussi. Perdre la mémoire, ne plus reconnaître ses proches, voir ses souvenirs grignoter. C'est l'angoisse qui saisit chacun quand on pense au grand âge, et c'est parfois une tragique réalité bien avant d'être dans le grand âge. Ce n'est pas la première fois que le théâtre français aborde avec succès ce sujet délicat. On se souvient bien sûr de Florian Zeller, qui a consacré 2 pièces à cette disparition de la mémoire. D'abord, son chef-d'œuvre, bien entendu, Le Père, créé à Paris avec Robert Hirsch, est devenu ensuite un film de cinéma qui a été récompensé aux Oscars. D'ailleurs, quand ça passe au cinéma, le théâtre devient un peu
inoubliable, en tout cas immortelle, puisque les générations futures pourront voir cette œuvre désormais imprimée sur la pellicule ou plutôt sur le numérique. Le génie de Florian Zeller à l'époque, c'est d'avoir placé le spectateur dans la peau du malade atteint d'Alzheimer, avec la confusion des êtres que l'on rencontre. Ainsi, pour incarner la fille du héros, il y avait 2 actrices différentes. Donc la confusion du vieillard devenait notre confusion et nous faisait vivre l'expérience d'Alzheimer. Un peu plus tard, Zeller a écrit une suite moins connue qui s'appelle « Avant de s'envoler », où l'on retrouve la confusion des temps, mais aussi la confusion des êtres. Comment, quand on est dans une maison où on a vécu avec un être cher, eh bien la personne, si elle est disparue, continue à être là, comme si elle hantait un peu les lieux. Comme si les vivants, qui eux sont présents, devenaient parfois plus absents que les morts quand on voit des enfants, par exemple, s'éloigner parce qu'ils font leur vie. Un grand désarroi, émouvant, donc théâtral. Une autre pièce a abordé le sujet, elle est plus ancienne, elle a été créée entre les 2 guerres, c'est Le Voyageur sans bagages de Jean Anouilh. Alors là, il ne s'agit pas d'Alzheimer, mais d'un soldat retrouvé sur un champ de bataille de 14-18, sans uniforme et complètement amnésique. On ne sait qu'une seule chose, il parle français. On le promène donc auprès des familles qui cherchent à retrouver un fils disparu, mais dont on n'a pas retrouvé le cadavre. Est-ce que cet individu va reconnaître sa famille? Est-ce que sa famille saura identifier cet individu? On se rendait compte, à voir cette pièce, que ne plus savoir identifier ses proches, c'était parfois un avantage, parce que toutes les familles ne sont pas belles à voir. C'est curieux quand même que dans l'art théâtral, où la mémoire est l'outil principal de l'artiste, puisque tout commence par un texte à apprendre, et où le trou de mémoire est une hantise forte pour le comédien, il est curieux de voir que ce sujet de la mémoire est devenu un sujet de pièce. Peut-être parce que les souffleurs ont disparu, que les oreillettes empêchent de jouer correctement. Alors la mémoire est désormais une plaie ouverte, une angoisse ouverte pour les comédiens. Alors c'est peut-être pour ça que ça devient un sujet de théâtre. C'est une forme de mise en abîme, l'art de la mémoire, qui propose des œuvres d'art sur la mémoire. Merci beaucoup Christophe Barbier. Au passage, vous me regardiez, Valérie, en me disant « Christophe a vu ma pièce ». On aura peut-être l'occasion d'en parler, le temps file. Oui, puis Christophe a vu ma pièce qui traite aussi du sujet de la mémoire. Exactement. Merci beaucoup Christophe Barbier. Merci. Et puis bien évidemment, à mercredi sur Radio J. Tout de suite, c'est la chronique émotion de Jérôme Goulon. Radio J. L'émotion de Jérôme Goulon. Bonjour Jérôme. Bonjour Cyrielle, bonjour Valérie. Bonjour Jérôme. Dans cette chronique, on va entrer dans votre univers culturel et parler d'artistes ou d'œuvres que vous aimez. On commence en musique avec une chanteuse qui vous est chère, je crois bien. Il s'agit de Barbara et une chanson vous touche plus particulièrement, en l'occurrence Mon enfance, qu'on peut écouter. Alors c'est une chanson sortie en 1968 qui est remplie de nostalgie et dans laquelle la chanteuse dévoile des souvenirs très personnels et assez sombres de sa jeunesse durant l'occupation. Barbara, il raconte la quête de souvenirs de son enfance et son pèlerinage notamment à Saint-Marcelin où sa famille s'était un temps réfugiée. On rappelle en effet que durant son enfance, Barbara a connu de nombreux déménagements forcés, poursuivis par la Gestapo. Sa famille tentait en effet d'échapper à la chasse faite aux Juifs et a dû plusieurs fois changer de logement pour déjouer les dénonciations dont sa famille était victime. Sa maman lui disait même quand elle allait à l'école de ne jamais révéler qu'elle était juive. Alors dans cette chanson, Barbara revient donc sur ce passé douloureux et c'est une chanson remplie d'émotions dans laquelle la chanteuse tente donc de retrouver la beauté perdue de son enfance, mais en vain. La chanteuse explique en effet qu'il ne faut jamais revenir au temps caché des souvenirs car, je la cite, parmi tous les souvenirs, ceux de l'enfance sont les pires. Alors dans son cas, on le comprend évidemment. Alors se plonger dans les souvenirs, quelque chose qui vous parle Valérie, et que Barbara vous aide à faire puisque vous écrivez dans votre livre que pour chaque moment de la vie, il y a une chanson ou une citation de Barbara. Vous écrivez également qu'à l'instar de Barbara, même si vous en avez fini avec tout ce noir, ce sont vos mots, vous avez, vous aussi, comme elle, besoin de l'ivresse pour exorciser de votre mémoire la beauté et les images du passé. Ce sont vos mots. Ce sont mes mots, mais enfin ce sont mes mots que Lisa, que Lisa prononce. Faut pas. Oui. J'aime bien boire ma petite coupe de champagne, mais voilà, Lisa, elle en boit plusieurs. Donc en effet, ce sont mes mots prêtés à Lisa. Lisa, c'est le chemin du passé qu'elle fait. C'est le chemin du passé qu'elle fait pour
pour pouvoir mieux se projeter vers l'avenir. Et ce faisant, elle va dans la maison de son enfance, donc comme Barbara peut l'évoquer, qui est une maison, la maison de sa grand-mère à Avignon, et elle découvre cette maison avec ce jardin à l'abandon, et puis elle voit défiler ses souvenirs, c'est poétique, enfin j'espère que ça l'est à travers donc les volets qui ne sont pas tout à fait clos. Elle arrive à voir ce qui se joue à l'intérieur de cette maison et elle revisite son enfance. On va pas tout dire. Non, je refuse qu'on dise tout. Il faut vraiment lire ce livre, je vous assure. On poursuit avec, en plus c'est un petit tournant. On poursuit avec une autre chanson qui vous touche, Valérie Fayolle. Oui, il s'agit de Hotel California du groupe Eagles, une chanson culte sortie en 1976 et qui s'est directement classée numéro 1 aux États-Unis dès sa sortie et dont l'histoire est beaucoup moins idyllique qu'il n'y paraît. Alors je pense que vous connaissez cette histoire, c'est peut-être pas le cas de tous les auditeurs. Alors pour beaucoup de gens, Hotel California peut donner l'impression d'un endroit paradisiaque où on arrive les cheveux au vent, sous le soleil, en quête de liberté. C'est d'ailleurs la photo d'un luxueux hôtel de Beverly Hills qui illustre l'album. Et pourtant, si on s'intéresse un petit peu aux paroles, la chanson est beaucoup plus sombre qu'il n'y paraît. Le titre raconte en effet la fuite d'un individu enfermé entre 4 murs d'un hôtel qui s'avère en réalité, si on lit entre les lignes, un centre de désintoxication pour alcooliques et drogués dont il ne pourra jamais s'enfuir. Alors forcément, ça tue un peu le mythe pour ceux qui connaissent pas forcément l'histoire. Alors si les addictions du narrateur, qui est une femme par ailleurs, ne sont pas décrites de façon explicite, elles n'en demeure pas moins omniprésente dans la chanson. L'artiste évoque notamment la senteur tiède des colitas, qui sont des joints de marijuana au Mexique. Le terme couteau d'acier, lui, référence aux aiguilles des seringues. Et puis enfin, le vin est lui exprimé de façon plus explicite. Forcément, c'est la substance qui est autorisée. Bref, Hotel California, une chanson qui exprime donc au premier abord l'esprit libertaire de toute une époque et une sorte de paradis, mais un paradis bel et bien artificiel de drogue et d'alcool dans lequel est enfermé le narrateur, piégé donc dans ce centre de désintoxication dont au final il ne sortira jamais. On poursuit avec de la littérature et un livre que vous adorez, Valérie Fayolle, mais que vous n'avez surtout pas envie de terminer, à part si c'est déjà fait. Oui, il s'agit du journal intime de Frida Kahlo. Alors Frida Kahlo, une artiste peintre mexicaine reconnue dans le monde entier, disparue prématurément en 1954 à seulement 47 ans, victime de graves problèmes de santé qui l'ont handicapée durant toute sa vie. Alors ce journal intime de Frida Kahlo, il n'a été découvert que très tardivement puisqu'il a été édité en 1995. Un journal, ce sont vos mots, que vous picorez, Valérie Fayolle, pour ne surtout pas, je vous cite, arriver au bout. Alors juste avant de poursuivre, est-ce que vous êtes allé au bout ? Non. Ok. Non. Alors, ce journal, il constitue donc, vous allez comprendre pourquoi, un témoignage inestimable et donc poignant sur les 10 dernières années de la vie de l'artiste. Une vie marquée par sa relation avec Diego, son mari, qu'elle a épousé, dont elle a divorcé, puis qu'elle a réépousé, ses choix politiques, son œuvre, mais aussi et surtout ses douleurs physiques. On rappelle qu'à 18 ans, Frida Kahlo avait été renversée par un bus, ce qui l'avait cloué au lit durant des années et lui a laissé de lourdes séquelles. D'une santé très fragile, l'artiste avait dû être amputé de la jambe droite 1 an avant sa mort, une mort qu'elle avait visiblement souhaitée, puisque malgré la thèse officielle de l'embolie pulmonaire, Frida Kahlo aurait en réalité mis fin à ses souffrances en avalant des médicaments. Son dernier dessin, réalisé 8 jours avant son décès et dans lequel elle écrit sur des fruits Vive la vie, suggère en effet qu'elle avait écrit là son message d'adieu. Et puis les derniers mots de son journal accréditent cette thèse. Alors je vous laisse vous boucher les oreilles si vous n'avez pas envie de connaître la suite, puisque les derniers mots du livre de Frida Kahlo, c'est « J'espère que la sortie sera joyeuse et j'espère bien ne jamais revenir ». On va terminer avec une série qui vous a marqué, qui traite d'un sujet que vous connaissez bien, le milieu de la télévision. On n'en dira pas grand chose, mais il s'agit de la série The Morning Show, disponible sur Apple TV+, avec Jennifer Aniston et Reese Witherspoon. Pourquoi vous aimez cette série ? Alors, j'aime cette série précisément parce que je ne voulais pas la regarder et que j'ai été extrêmement surprise. Je ne voulais pas la regarder parce que ça traite du milieu de la télévision que je connais parfaitement bien. Donc, je me suis dit non, pas encore une série sur la télé. Voilà, je suis à la télé toute la journée. Je ne veux pas le soir regarder une série sur la télé. Et en fait, j'ai trouvé ça très juste, très drôle, très acide, très amer et très juste surtout sur les rapports entre les hommes et les femmes dans l'entreprise et tous ces bouleversements depuis l'affaire MeToo. Je voudrais juste conclure sur cette série qui montre les difficultés du milieu de la télévision, parfois impitoyables, en particulier quand vous êtes une femme et qu'en plus viennent se greffer des crises personnelles. Mais bon, comme le disait Frida Kahlo, qui rejoint un petit peu Barbara dans sa façon d'appréhender les difficultés de la vie, elle disait, pour créer son propre paradis, il faut
faut parfois savoir puiser dans son enfer personnel. Bravo. Merci beaucoup Jérôme Merci, Goulon. bravo. Tout de suite, c'est le coup de fourchette d'Annabelle Nakache qui vous croque sur Radio J. C'est très fin, ça se mange sans fin. Je suis dilaté. Radio J. Radio J, le coup de fourchette. Bonjour Annabelle. Bonjour Cyrielle, bonjour Valérie. Bonjour Annabelle. Pour vous accueillir, vous l'auteur, reporter qui inspire l'évasion, tout de suite une musique en légèreté, c'est parti. Mademoiselle Valérie, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mais elle ne veut pas. Voilà, de Kinvey, comme je veux vraiment que vous m'aimiez, on va passer à un autre son, balade mythique pop soul d'Amy Winehouse du même nom que vous, c'est parti. Valérie. Je ne la connaissais pas. Eh ben allez-y, C'est parce la que plus c'est un belle. petit bijou. C'est la plus belle. Et oui, aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir une merveilleuse conteuse d'histoire, une sorte de Pierre Bellemare, mais en version plus glamour, plus chevelu et moins moustachu, qui vient nous présenter donc Kilomètre 930, que vous pouvez trouver cher Maryse dans toutes les bonnes librairies pour la modique somme de 19,90 €. Et donc, on y découvre le voyage initiatique de votre héroïne, Lisa, de Paris vers Nice, qui part en quête d'elle-même et de ses rêves inachevés. Par contre, le temps de son trajet dépend quand même de l'état du trafic et de qui tu trimbales avec toi dans la voiture. Imaginons que l'héroïne, ce soit une fille comme moi, avec mes 2 enfants de 2 et 5 ans, et qu'on choisisse de partir ce mardi 6 juin, jour de grève nationale. Oui. Et ça donnerait ça. J'écoutais mes enfants crier dans la voiture, moi je craquais sur la route Paris-Nice. Sur la route Paris-Nice. Pas mal. Tout le monde était toléré. Je voulais buter, bison futé sur la route Paris-Nice. Sur la route Paris-Nice. Et oui, moi aussi, j'accompagne mes chroniques en chanson comme vous, dans votre roman. Vous invitez le lecteur donc à l'aide d'un QR code à écouter les musiques qui vont refléter les émotions dans lesquelles se trouve votre personnage dans cette voiture. Et le résultat est juste sublime. Heureusement que vous n'avez pas fait pareil avec un QR code à flasher à chaque fois que votre personnage a besoin de faire le plein. Parce que si on calcule 930 km à 2 € le litre, ça fait déjà un trajet aux alentours de 230 €. S'il n'y a pas de pénurie d'essence, bien évidemment, parce que là, votre bouquin, il se sera appelé Kilomètre 0. Voilà. Et heureusement que vous n'avez pas fait pareil non plus avec un QR code à flasher à chaque fois que votre héroïne doit manger, parce que si elle s'arrête plusieurs fois pour prendre la formule all inclusive de la station-service, c'est-à-dire sandwich triangle, plus petite brique de jus, plus paquet de chips à 28,90 €, ça revient bien cher le voyage, et le bouquin se serait appelé Calories 930. D'ailleurs, en parlant de nourriture, vous-même, vous avouez que vous êtes une grande gourmande, vous révélez que vous avez un régime sans gluten, sauf pour les moelleux au chocolat. Sauf pour toutes les exceptions. Voilà. Moi aussi, c'est pareil, j'ai aussi un régime sans gluten, sauf pour tout, parce qu'en fait je suis gluténophile. Et vous avouez que l'autre gourmandise qui vous replonge dans votre enfance auprès de votre grand-mère et sur laquelle vous craquez, c'est le cramique. Le cramique belge. Le craquois. Alors je pense qu'on a perdu 90% des auditeurs qui se demandent ce que c'est. Alors, qu'est-ce que le cramique ? Qui va gagner des millions? Réponse A, le cramique est une technique de décoration à mi-chemin entre le macramé et la céramique. Réponse B, un courant de pensée hindou pour atteindre le karma tantrique. Ou réponse C, un pain brioché d'origine belge. Voilà. Et donc vous l'avez dit, c'est la réponse C. Vous êtes gourmande donc de desserts, mais aussi d'histoires que vous aimez écrire, retranscrire et partager, que ce soit à travers des documentaires ou dans la émission que vous présentez et que vous animez, le Paris des Arts, où vous partagez des lieux préférés des Parisiens, des artistes que vous invitez. Bon, le problème, c'est que si Madame Hidalgo ne fait rien pour changer la propreté de la capitale, peut-être qu'un jour votre émission s'appellera le Paris des rats. Et comme auteur aussi, vous avez écrit et monté la magnifique pièce, donc Le Comble de la Vanité. Et comble de la vanité, Léa Salamé, s'il vous plaît, a encensé le spectacle dans son émission. Non mais c'est fantastique, vous imaginez, c'est comme si ma belle-mère avouait à toute la famille qu'elle aime ma cuisine. Enfin, c'est formidable. Juste pour finir, je pense que c'est votre voix qui est magique dans vos activités, à la fois de présentatrice, de journaliste et de chanteuse. Vous avez un peu la voix de la fée bleue dans Pinocchio. Voilà. Alors bon, bref, en tout cas, si vous avez envie de déguster un beau road trip et ça vous donne des idées d'envie de vacances, n'hésitez pas, régalez-vous et d'ici là, bon appétit. Merci Annabelle Nakache. Je rappelle qu'on vous retrouve sur vos réseaux sociaux, annabelle.show. Annabelle Nakache qu'on retrouve également la semaine prochaine sur Radio J. Tout de suite, vous restez avec nous sur l'antenne. On revient dans un instant avec la suite de cette émission sur Radio J. Mais en attendant, le journal de l'info. Radio J, le 6-9, Léa Moscona. Tous les matins à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier. Retrouvez-moi tous les jours à 7h45 pour l'invité politique. C'est le Barbier du matin. C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J.
Victor Vince, directeur général du MDA France. La campagne IFI est d'une importance capitale pour nos secouristes. Ils ont besoin de matériel médical, de véhicules médicalisés et d'équipements qui les protègent lors de leurs interventions. Faites votre don au MDA France et bénéficiez d'une déduction fiscale à hauteur de 75% sur votre impôt. Soyez les partenaires du Magen David Adom. Pour vous accompagner dans votre démarche, mda-france.org ou 01 43 87 49 02. Il est 16h passé d'1 minute sur Radio J. Bonjour et bienvenue tout de suite, le journal de l'information avec Eva Soto. Bonjour à tous, à la une de l'actualité en Israël. L'auteur de l'attentat de samedi était un policier égyptien tombé dans le djihadisme, Mohamed Salah, 22 ans, qui apparemment a agi seul. Il a pu rentrer en Israël grâce aux ouvertures dans la barrière de sécurité qui sépare les deux pays, des ouvertures de secours qui habituellement permettent à Tsahal d'entrer en Égypte pour arrêter des terroristes dans le Sinaï et qui seront donc fermées dans les prochains jours. Correspondance à Jérusalem de Daniel Haïk. Le régime égyptien a fait passer dans la nuit un message selon lequel le terroriste responsable de l'attentat est un policier rebelle. Les Égyptiens affirment qu'ils ne souhaitent pas que cet incident grave porte atteinte aux relations entre Israël et l'Égypte. Il faut souligner que le corps du terroriste égyptien est toujours détenu par Israël et il devrait être remis prochainement aux autorités égyptiennes. Quant à l'enquête de l'attaque, elle se poursuit et ce matin, côté israélien, on a le sentiment que les Égyptiens coopèrent pleinement avec Israël dans la détermination des circonstances exactes de ce triple meurtre. Et puis, hier, on a appris que l'Égypte et Israël allaient ensemble renforcer la barrière de sécurité qui sépare leurs pays. Notre correspondant à Jérusalem, Daniel Haïk, toujours au chapitre sécuritaire de nouvelles opérations antiterroristes en Judée-Samarie. C'était cette nuit. 10 Palestiniens arrêtés lors de ces raids. Le Shin Bet et Tsahal ont aussi saisi des armes et de l'argent en espèces destinés à financer le terrorisme. Dans l'un des villages visés, celui d'Antava, des suspects ont attaqué les forces israéliennes avec une bombe, mais il n'y a pas eu de blessés. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens est au bord de la faillite. C'est le secrétaire général de l'ONU qui le dit. Elle risque même de devoir suspendre ses activités en septembre. En cause, les donations en forte baisse. L'UNRWA fournit des services publics à près de 5,6 millions de Palestiniens. C'est dans ce contexte que le chef du Shin Bet a rencontré en fin de semaine le directeur de la CIA. Les États-Unis redoutent l'affaiblissement de l'autorité palestinienne face à l'émergence de groupes terroristes soutenus par l'Iran. Une nomination qui va faire couler de l'encre dans l'équipe de Binyamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien s'est adjoint les services d'un nouveau conseiller pour ses relations avec la presse. Il s'agit de Gilad Zvik, un journaliste de la 14e chaîne israélienne. Lors de l'élection de Joe Biden comme président des États-Unis, il avait affirmé dans un tweet que le nouveau locataire de la Maison-Blanche était inapte à gouverner et il avait même pris le parti de Donald Trump durant la campagne quand le candidat républicain a affirmé que les élections avaient été truquées et volées. Cette nomination intervient au moment de tensions entre Washington et Jérusalem. Au chapitre politique intérieur en Israël, à présent, les négociations sur la réforme du système judiciaire se trouvent au bord du gouffre. La coalition et l'opposition n'arrivent même pas à tomber d'accord pour mettre en place un document général de principes de négociation. L'actualité en France, c'est ce soir que le verdict est attendu dans l'affaire Assouline, du nom de ce Moël qui a abusé sexuellement des femmes qui lui ont confié la circoncision de leur fils, leur avocat, Eli Korchia. Il y a d'un côté le Moël, celui qui nous a dit pendant le procès avoir fait 10 000 circoncisions, être le meilleur Moël de la place de Paris, le plus connu, le plus demandé. Et puis de l'autre côté, cette face sombre sur quelqu'un que j'ai décrit comme un pervers sexuel. Quelqu'un qui a abusé de femmes. Ça n'a rien à voir avec la circoncision, la pratique de la circoncision dans notre pays. Ça n'a rien à voir avec une autre responsabilité que la sienne. C'est la responsabilité d'un homme qui ne dépendait de personne. On a vu qu'il a fait des circoncisions dans le milieu, dans des synagogues, dans des appartements, dans des synagogues libérales, consistoriales ou autres. C'est quelqu'un qui ne dépendait de personne. Maître Eli Korchia qui sera demain matin à 8h30 l'invité de Radio J.
Radio J. Et merci beaucoup Eva Soto, on vous retrouve demain à partir de 14h en attendant une petite pause et c'est la suite de notre émission avec mon invité Valérie Fayolle sur Radio J. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravie de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J. Un message de la Fondation FSJU. Vous devez vous acquitter de l'impôt sur la fortune immobilière ? Sachez que vous pouvez en faire un geste utile et fort. Avec la Fondation FSJU, sous l'égide de la Fondation du judaïsme français, votre IFI va permettre de lutter contre la précarité, assurer l'avenir des enfants en difficulté et agir face à l'urgence humanitaire en Israël. Parce que votre cœur a toujours raison. Donnez maintenant sur ifi.fsju.org. ifi.fsju.org. Pour plus d'informations, contactez Julie Guèze au 01 42 17 11 16. 01 42 17 11 16. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J, merci de nous rejoindre si c'est le cas. Si vous êtes avec nous depuis le début de cette émission avec notre invitée Valérie Fayolle pour son livre KM 930 comme kilomètre, sorti aux éditions Plomb. Bienvenue évidemment. Valérie, on va faire un petit jeu ensemble si vous le voulez bien. D'accord. Ça s'appelle le tac au tac. 10 questions et 10 réponses courtes donc en 2-3 mots, vraiment 2-3 mots. D'accord. On tente ça ? On essaye de tenter ça. C'est parti. Valérie Fayolle, qu'est-ce que la recette de l'amour ? La recette de l'amour, considérer que rien n'est acquis. Le ou les sujets qui vous préoccupent le plus en ce moment ? Quel est le monde que nous allons laisser à nos enfants ? Si vous pouviez changer de peau, vous seriez qui ou quoi ? La même qui prend des décisions bien plus rapidement et qui arrête de douter. Quel est le plus beau compliment qu'on puisse vous faire ? Waouh, le plus beau compliment, peut-être ce que tu écris me touche. Qu'est-ce que vous avez fait de plus fou pour quelqu'un ou pour vous-même ? Oula, j'ai fait plein de choses folles, inavouables, donc celles-là, on les met de côté. J'aime bien les surprises. Je sais pas du tout si c'est fou, mais je suis capable de réveiller mes enfants à 2h du matin pour aller se balader, faire un tour de grande roue si elle est encore ouverte. Voilà. Ça, c'est canon. Voilà. La plus belle qualité humaine pour vous, qu'est-ce que c'est ? La générosité, c'est banal, mais c'est important. La curiosité, je crois que c'est une belle qualité. Vos 3 grands plaisirs du moment ? Manger. Ça fonctionne très bien. Mon fils vient de rentrer et j'adore entendre mon fils et ma fille me raconter des choses intimes. Je suis pas du tout une maman copine, je suis une maman qui accompagne, mais j'ai la chance d'avoir des enfants qui me font confiance et qui me racontent des choses, et ça, ces moments-là rares en dehors du quotidien, je les adore. La troisième chose ? La troisième chose, c'est un plaisir que j'ai rarement, mais il y a 2 week-ends, je suis allée dormir sur l'île de Noirmoutier et m'endormir avec le bruit de la mer, j'adore. Votre surnom, Valérie Fayolle ? Mes amis m'appellent Val et ma famille m'appelle Valo. Votre philosophie de vie ? Waouh! J'aimerais vous répondre carpe diem, mais c'est aux antipodes de ce que je suis, totalement, parce que moi, ce serait plutôt du genre « tu te reposeras quand tu seras morte ». Non, je crois beaucoup, c'est peut-être très judéo-chrétien, à l'idée de « tu reçois ce que tu donnes ». Votre prochain rêve à accomplir ? J'en ai plein. Je peux pas choisir. Le prochain, imminent. Le prochain, je suis en train d'écrire un second roman ou peut-être adapter celui-là au cinéma. Le dernier mot ou la dernière phrase que vous aimeriez prononcer ? Ah, un pied dans la tombe, vous voulez dire ? J'ai aimé. Notre émission continue avec beaucoup d'amour et le coup de cœur sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Dans un instant, on découvre un coup de cœur en direct, la chanteuse canadienne Amai Laoni pour son nouveau single L'Héritière, un univers électropop. On découvre et on en parle avec notre invité en direct sur Radio J. Et déjà, faut pas en faire un drame. T'es pas la seule en vrai qui rame. T'as trop parlé, démesuré. J'en fais autant, les mêmes rangs, le même printemps. Ça te dérange quand se mélange et ça change. Moi je veux la paire sur le même tronc.
Y a longtemps qu'elle se joue la même trame, les mêmes désirs qui se réclament. On a trop joué, là il faut y aller. Y'en a autant de tous les rangs, assez de printemps pour que ça change, qu'on se mélange, qu'on se dérange. Je nous vois prospères sur le même trône, que les murs de verre tombent. Fier, je lève la tête pour voir la lumière. Ça me revient, le choix héritière. Je nous vois danser sur le même plancher. Fier, tu te prends la tête si tu me crois en guerre. Sur le trône, l'héritier, l'héritière. Moi je veux danser sur le même plancher. Sur le même plancher, j'en ai bien moins à prendre qu'à donner. Je nous vois danser, réapprendre, se comprendre en entier. Je nous vois fiers. Amela Oni sur l'antenne de Radio J. On se raconte plein de choses pendant cette petite pause musicale. Merci beaucoup d'être avec Ça fait nous. tellement plaisir. Eh bien moi aussi, je suis ravie de vous avoir. En plus, voilà, cet accent-là, il nous fait tellement du bien. Vous venez du Canada. Merci beaucoup de venir jusqu'à nous pour nous faire découvrir cette chanson qui s'appelle L'Héritière, qui est en prévision d'un nouvel album. Racontez-nous ce titre et ce que vous avez voulu mettre dedans. Ben, l'héritière, c'est la force de la femme, la place qu'elle a aussi, la question sur la place qu'elle a. Et puis, j'avais envie que ça soit quand même très lumineux parce que pour moi, je suis une fille remplie d'espoir, qui aime la lumière. Donc, j'avais envie de faire une chanson féministe, mais pas une chanson qui accuse, une chanson qui essaie de comprendre, puis une chanson qui dit, ben, j'ai juste envie de danser sur le même plancher que tout le monde, qui a l'égalité finalement. Alors ce titre, on l'a entendu il y a un instant. Il y a un autre titre qui vous a fait connaître, entre guillemets, qui est Corps d'Iseult. Vous avez fait une cover de ce titre-là, un cover, je crois qu'on dit ça comme ça. Elle a craqué sur vous. On va écouter la reprise et puis on débriefe un petit peu après. Merci. Je me fais du mal depuis des années. La main sur les yeux. Pas envie de la retirer. Y a pas de place pour les faibles. Y a pas de place pour les regrets. Et donc on est en train d'écouter, on va parler sur cette reprise qui est magnifique de la chanson Corps d'Iseult. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez sorti ce titre qui, je crois savoir, dans votre album qui s'appelle Le Tournant, mais en version deluxe? Exactement, vous êtes bien renseignés. En fait, j'avais envie de reprendre la chanson de Iseult Corps qui m'avait happée dès la première écoute, comme plusieurs milliers et millions de personnes. Donc, j'avais juste envie de la reprendre d'une autre façon, d'y amener une nouvelle proposition. J'ai fait ça avec mon réalisateur, Étienne Chagnon, avec qui je travaille sur toutes les chansons, qui est mon partenaire de vie aussi. Donc, on y a amené vraiment un nouveau regard. On a fait une vidéo avec ça, derrière ma maison chez moi, parce qu'on voit la montagne, je suis à la campagne. Et puis, on a mis ça sur les réseaux, puis moi, j'avais aucune attente. Je me suis dit, je lance ça. Et puis, elle a répondu, elle a repartagé sur ses réseaux. On s'est échangé quelques mots. Ouais, vraiment, vraiment très heureuse de. Il n'y a pas eu l'envie de faire un duo potentiellement il y a toujours l'envie de ensemble. faire un duo. Je suis ouverte à Iseult, tu m'entends, je suis là, prête. Donc, bien sûr, ouais. Mais non, il y a eu un peu d'échange. En même temps, c'est quelqu'un qui est très sollicité, on comprend ça. Donc, juste ça, pour moi, c'était magique. Amela Oni, il faut quand même dire que vous êtes très connue au Canada. Non mais on va dire les choses comme elles sont. Quand je regarde moi ce que vous avez fait, voilà, il y a pas mal de choses très intéressantes. Vous avez reçu ce qu'on appelle nous ici les victoires de la musique. Vous avez reçu un prix dans les victoires québécois. Comment ça s'appelle pour la chanson de l'année? Oui, pour la chanson de l'année. En fait, c'est qu'en dehors de Amela Oni, j'écris et je compose pour d'autres artistes. Voilà. Donc c'était pas en tant que Amela Oni, mais pour d'autres artistes. Pour comment s'appelait la personne qui c'était Ton Départ, interprété par Marc Dupré.
Cassé. Vous avez aussi reçu un prix voilà, de l'auteur, compositeur ayant fait plusieurs chansons à succès dans votre carrière. Donc vous écrivez quand même pour beaucoup d'artistes. Absolument. Oui, ça a été quelque chose qui a été même plus présent dans ma vie pendant plusieurs années. Et puis là, vraiment, c'est Amé Laouni qui prend le plus de place. Vous êtes super jeune, donc je ne sais pas depuis combien de temps vous faites ça. Je ne suis pas si super jeune que ça, mais j'aime bien. Vous le cachez bien, vous ça. aussi. Très bien. Vous le cachez très bien. Et vous rêvez donc depuis un petit moment de conquérir ce qu'on appelle le marché français. Oui, absolument. C'est comme tous les Québécois finalement. Non, mais pas tous les Québécois, mais c'est comme vrai les Belges aussi. Non, mais c'est vrai que oui, c'est quelque chose qui fait rêver. C'est un rêve que j'ai depuis que je suis toute petite. Et je pense que là, c'était la bonne équipe, la bonne équipe de management, les gens autour de moi, tout était présent pour que ça se passe. Et moi, je suis maman. Maintenant, ma fille est rendue plus grande. Donc, il y a tout ça a fait. C'est prêt. On est là. Super le botox, je vous le dis. Canon, parce que je sais pas, vous l'avez caché votre âge, mais franchement, je vous donne 25 ans à tout craquer. Donc, franchement, bravo. Vous préparez Amé Laouni un nouvel album qui sortira en hiver prochain. En attendant, on parlait il y a quelques secondes de l'album Le Tournant, qui a été peut-être le premier en tant que soliste, chanteuse indépendante. Il y a un titre, Plus Cassé, et j'ai envie qu'on l'écoute aussi. Absolument, merci beaucoup. Une page blanche où je pouvais me poser. C'était bien vu et c'était même entendu. J'avais le monde à rêver. Les années se posent entre les coups, les secousses. Il s'est écrit quelque chose. C'est pas la misère, je suis pas la seule sur la terre qui n'a pas la vue en rose. Pourtant d'habitude je n'en fais pas tout un plat. Depuis quelque temps je ne me reconnais pas. Est-ce que c'est moi qui la faute? J'en veux plus casser. Je voudrais tout à la fois. Les couloirs dorés et la sainte paix quand je suis chez moi. Je pourrais tout casser et m'en aller, c'est mon problème. Je voudrais tout à la fois. Une cage dorée, la maison, les enfants et moi je suis quoi? Je fais courir les chiens, je regarde les lignes de ma main, je me demande où elles s'arrêtent. C'est pas la misère, mais qu'est-ce qu'on fout sur la terre avant tout faire? Amé Laouni sur l'antenne de Radio J avec ce titre que nous sommes en train de découvrir et de faire découvrir à nos auditeurs qui s'appelle Plus Cassé, issu de l'album Le Tournant. Amé Laouni, on vous a vu à Paris au concert, dans un concert aux Trois Baudets à Paris. C'était il n'y a pas si longtemps, c'était en novembre dernier. Vous avez signé depuis avec une agence de booking, je crois, pour venir chanter de plus en plus chez nous. C'est ce que je souhaite parce que en off là, on n'arrête pas de se dire qu'on adore. J'y serai en novembre. Je reviens en France. En novembre, je fais Toulouse, Reims. Il y a plein de dates qui s'en viennent et c'est sûr qu'on fait une date à Paris. Et on va les donner. Le 2 novembre, il y aura Besançon, voilà. Les Passagers du Zinc. Le 3 novembre à Reims. Le 4 à Sérendon. Et on espère vous avoir à Paris. Très bientôt aux Trois Baudets. Comment on fait pour venir vous chercher sur les réseaux sociaux? Pour venir me chercher, c'est partout sur les plateformes. Instagram, Facebook, Amé Laouni. Il faut le taper, puis on me trouve. AMAY-LAONI. On vient vous chercher, vous découvrir. Merci, c'était délicieux de vous avoir avec nous sur l'antenne. Et puis si j'ai bien compris, je pense que sur le prochain livre de Valérie Fayolle, quand on va taper le QR code, ce sera vous. C'est un rendez-vous. Voilà, rendez-vous pris. J'adore ces rendez-vous pris. On échange les numéros après l'émission. Mais je ne pouvais pas rêver mieux. Merci beaucoup Amé Laouni d'avoir été avec nous. Et si vous aussi vous voulez venir faire découvrir votre musique, votre univers ou votre projet, écrivez-nous sur le site de Radio J ou sur notre Instagram. Tout de suite, le portrait de notre invité. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Radio J. Le portrait
psychologique. Et comme toujours à la fin de cette émission, on ne prévient pas, mais on a noté, en tout cas Sandy Boulanger à ma gauche a pris des notes attentivement à écouter cette émission et nous allons donc débriefer ce que nous nous sommes dit. Bonjour Sandy. Bonjour Cyrielle, bonjour Valérie, bonjour Sandy. Bonjour. Alors je suis toujours émerveillée de cette synchronicité Cyrielle que vous avez à inviter des coups de cœur qui sont complètement en osmose avec les invités. Je fais un grand effort pour essayer de ne pas aspirer votre accent délicieux et pouvoir garder le mien. Aspirez, je vous en prie. Mais c'est extraordinaire d'être à côté de vous deux avec cette énergie féminine et c'est de ça dont j'avais envie de parler aussi de vous Valérie parce que c'est ce que vous nous avez beaucoup partagé aujourd'hui. Bien sûr, vous avez commencé avec votre enfance, vous étiez une grande rêveuse, ce strabisme qui a flouté votre vision du monde mais surtout la vision des autres sur vous. Et puis vous avez dit peu de temps après que la beauté, ça pouvait être un poison. Alors il y a une autre nécessité de pouvoir être vu tel que vous êtes et pas forcément comme on vous imagine. Enfin, il y a La France vous regarde de Jacques Chirac et vous voyez la vue, c'est un sens qui semble être vraiment important pour vous mais pas comme on l'imagine et je vais développer ça. Alors, ce qui va vous permettre d'aller vers un autre sens, finalement, après cette exaltation, cette adrénaline, vous vous êtes beaucoup montré dans votre métier, beaucoup montré. Eh bien, il y a un autre sens qui s'est développé, c'est celui du sensible, du créatif, l'écriture, la culture, la poésie, les arts. En fait, vous avez développé beaucoup plus de sensitif et surtout ce sens de l'humain que vous aviez à l'intérieur dans ce monde de rêveuse. Ça, c'était plutôt l'étiquette qui était comme ça flottante autour de vous, mais vous aviez déjà tout cela en préparation à l'intérieur de vous. Alors peut-être que vous avez choisi de rassurer les autres par rapport au regard qu'ils portaient sur vous, mais ça vous a permis de vous autoriser surtout à pouvoir partager qui vous êtes dans toutes vos facettes. Valérie, on imagine en vous écoutant que tout ce que vous avez vu du monde ne vous a pas laissé indemne. Non. Et que comme une urgence viscérale à créer, à mettre en lumière les arts pour supporter, comprendre et intégrer l'existence qui parfois est sacrément injuste. Alors, d'autant plus avec l'ardeur de votre imagination où d'un objet, une histoire, se tisse une épopée romanesque, sensible, sensuelle, érotique, donc existentielle, pour voir à travers vos yeux le monde, mais surtout à travers votre cœur. Parce que il y a toute cette posture que vous avez, où vous êtes avec cette beauté rayonnante, où tout est très droit chez vous, et en même temps parfois ce pied qui gigote sous la table, jusqu'où est-ce que je dois me dévoiler, oh mon Dieu. Oui, c'est vrai. Quel cœur vous avez laissé perçu aujourd'hui, Valérie, merci. Parce que vous avez derrière votre douceur énergique, votre culture, votre rire, votre sourire et cette tranquillité vivace qui rayonne de vous, il y a cette perception de vous de l'analyse, de la réflexion. Vous avez envie de garder du mystère avec des demi-vérités pour permettre, je crois, de développer du lien. Parce que c'est de cela dont il s'agit chez vous. Vous n'êtes pas une grande rêveuse déconnectée de la Terre. Au contraire, vous êtes une grande aimante qui a envie d'être en lien, mais de façon belle et juste. Oh, merci. Waouh, quel beau portrait, merci. Très joli portrait de Sandy Boulanger. Sandy, on vous retrouve sur les réseaux sociaux, évidemment. Sandy, comment on tape ? Sandy dit tout. Voilà, Sandy et c'est ça tout. Que je voulais absolument qu'on précise. Si jamais on veut vous retrouver, merci beaucoup et à la semaine prochaine sur Radio J. On va poursuivre cette émission avec une chanson qui s'appelle Kilomètre 101, à quoi ça sert ? C'était obligatoire évidemment de faire découvrir votre... on peut appeler ça un EP puisqu'il s'agit de 7 titres en tapant le QR code, en photographiant le QR code. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Mais merci beaucoup Cyrielle, merci de m'avoir invité, c'est une super émission. Mais c'était un plaisir, un bonheur de vous avoir. Auteur donc Valérie Fayolle pour votre premier roman Kilomètre 930 publié aux éditions Plomb. Merci pour cet échange. Merci à l'artiste Amel Laoni d'avoir été mon coup de cœur du jour sur Radio J. On vous suit de très près. À la réalisation audio et vidéo aujourd'hui, bravo à Alan Lucas pour la deuxième fois avec nous et Ethan Anoukayev pour la vidéo. Notez d'ailleurs que vous pouvez réécouter cette émission, nos invités, sur le site officiel de Radio J, radioj.fr et toutes les plateformes de streaming. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et rendez-vous demain dès 15h avec Karim Duval sur l'antenne de Radio J. Belle journée. Ça